Bonjour à tous. Donc, je suis Bourle-Alexandre. Je vais vous présenter aujourd'hui donc les résultats qui ont pu être générés dans le cadre du projet Arcane. Donc, Arcane pour approche intégrée environnementale de l'antibiorésistance via l'analyse des eaux. Donc, ce projet, en quelques mots, il visait à évaluer la dissémination des gènes de résistance et des bactéries résistantes aux antibiotiques en Nouvelle-Calédonie. Et dans un deuxième temps, identifier donc s'ils existent des facteurs favorables à la sélection et à la dissémination de l'antibiorésistance donc dans l'environnement néo-calédonien. L'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie était porteur principal de ce projet, donc en collaboration avec le Centre hospitalier territorial et l'Institut de recherche pour le développement au travers du LAMA. Pour ce qui est de l'origine du projet, donc en Nouvelle-Calédonie, on assiste depuis quelques années à une augmentation du nombre de bactéries résistantes aux antibiotiques, que ça soit les BMR, donc les bactéries multirésistantes aux antibiotiques. On va par exemple parler du Staphylococcus doré résistant à la méticilline, dont vous pouvez voir l'évolution ici en bleu clair. Et aussi au niveau des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques, donc un niveau de résistance encore au-dessus. Donc là, vous pouvez le voir, il s'agit des petits bâtonnets bleu foncé, donc avec ces évolutions au cours du temps. Ces bactéries, elles diffusent en communauté, c'est-à-dire hors des établissements de santé et également dans les établissements de santé. Les mécanismes de résistance dont on va discuter aujourd'hui, c'est des mécanismes de résistance acquis. C'est-à-dire qu'initialement, la bactérie, elle était sensible à un antibiotique donné et elle a acquéri un gène de résistance qui l'a rendue donc résistante à cet antibiotique. Une histoire un petit peu particulière en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on va retrouver ces bactéries résistantes aux antibiotiques chez des patients donc sans antécédent de soins ou d'hospitalisation. Donc se pose la question de où est-ce que, entre guillemets, ils ont pu acquérir ces bactéries résistantes aux antibiotiques. En Nouvelle-Calédonie, on a depuis plusieurs années, notamment grâce à l'IPNC et le centre hospitalier territorial, pas mal de données sur la résistance aux antibiotiques, mais uniquement via des approches cliniques. Ce qu'on a proposé dans le cadre de ce projet, c'est de travailler avec une approche environnementale, puisqu'en fait, l'environnement, et plus particulièrement les eaux et les eaux usées, peuvent être vus comme un reflet de la circulation donc des résistances aux antibiotiques dans la communauté, où c'est le cas dans le cadre de notre projet. On a pu récupérer des effluents hospitaliers également, donc de la résistance au sein d'un établissement hospitalier. Également, l'environnement, ça a été montré qu'il est reconnu comme réservoir de cette résistance, il peut être reconnu comme réservoir de cette résistance aux antibiotiques. Comme Valérie vient de vous présenter, donc sur la résistance aux métaux, on peut avoir ce qu'on appelle des co-résistances ou des cross-résistances, donc de résistance aux éléments traces métalliques et de résistance aux métaux. Enfin, dernier point et pas des moindres, ce projet s'insérait dans une des thématiques du CRESICA qui était donc les risques sanitaires des eaux de baignade. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on assiste à des fermetures de baignade, notamment sur le Grand Nouméa lors des phénomènes de fortes pluies. Au niveau du matériel et méthode, donc ce projet était constitué de 3 work packages entre guillemets. Le premier qui était l'échantillonnage et la récupération donc des métadonnées. La deuxième partie qui était la recherche des souches résistantes ainsi que des gènes et des éléments mobiles qui portent ces gènes de résistance aux antibiotiques. Et enfin, donc un suivi des concentrations donc en éléments traces métalliques et en antibiotiques dans les échantillons d'eau. Au niveau de la première partie, donc sur l'échantillonnage et la récupération des métadonnées, on a travaillé sur 3 communes de la Grande Terre, donc sur Koné, Nouméa et Dambéa. Au niveau des types d'eau qu'on a pu récupérer, donc on a été des effluents hospitaliers aux entrées de systèmes d'assainissement, aux sorties de systèmes d'assainissement, jusqu'au milieu récepteur. Dans le cadre de ce projet-là, le milieu récepteur était des zones de baignade. Au niveau des zones de baignade, on a fait des prélèvements lors de phénomènes de fortes pluies également, et vous verrez que ça a eu un fort intérêt dans le cadre du projet. On a pu récolter donc sur un an, à raison d'un prélèvement tous les 2 mois, une centaine d'échantillons, et ce qui a correspondu à 85% de l'échantillonnage qui était initialement prévu. Pour la deuxième partie, donc qui était vraiment la partie purement microbiologique, on s'intéresse à la résistance aux antibiotiques à différents niveaux, et c'est ce que l'on a pu faire dans le cadre de ce projet. Ça peut être vu comme un système de poupée russe, donc du gène. Oups, excusez-moi.
Donc du gène jusqu'au plasmide, dont je vais vous parler principalement aujourd'hui, jusqu'au niveau donc de la bactérie en elle-même, de la communauté bactérienne donc qui se retrouve au niveau d'un patient et au niveau par exemple d'une structure de soins également. Donc rapidement sur le matériel et méthode, comme vous racontez Valérie tout à l'heure, on a eu deux approches, une approche culture dépendante et une approche culture indépendante. Sur la partie culture dépendante, donc nos échantillons d'eau qu'on récupérait, on les a mis en culture sur des géloses avec ou sans antibiotiques. Les souches qui poussaient sur les géloses avec antibiotiques ont ensuite été identifiées, caractérisées, et un séquençage de génome complet a également pu être réalisé sur certaines souches. Pour la partie culture indépendante, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séquencé l'ensemble de l'ADN présent dans nos échantillons d'eau, ce qui permet de nous dire qui a-t-il à l'intérieur de nos échantillons, et c'est un séquençage de type shotgun. Ça nous a permis également de pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe dans cet échantillon, donc quels sont les gènes qui sont retrouvés aussi dans ces échantillons. Donc il s'agit d'une approche, la culture indépendante, donc plus exhaustive que la culture dépendante, mais les deux sont complémentaires. Donc pour les résultats, donc je vous présente ici les premiers résultats sur la partie culture. Donc vous pouvez voir sur ce graphique, donc en fonction donc des différents types d'eau, donc des effluents hospitaliers jusqu'au milieu récepteur, la quantité d'Escherichia coli totaux, la quantité d'Escherichia coli résistants, donc là on va parler de résistants aux antibiotiques, mais en l'occurrence on devrait parler de résistants aux céphalosporines de 3e génération, qui sont les antibiotiques présents dans la gélose. Et donc vous pouvez voir les pourcentages qui sont affichés, c'est un pourcentage de résistance. Donc par exemple pour les effluents hospitaliers, on va avoir 18% des Escherichia coli qui sont retrouvés, qui sont résistants à cet antibiotique. Donc ce qu'on observe dans un premier temps sur ce graphique, c'est qu'on a un gradient de résistance, ce à quoi on s'attendait, donc des effluents hospitaliers jusqu'au milieu récepteur. Le deuxième point important, et ça c'est vraiment le message qu'on souhaite faire passer aujourd'hui, c'est qu'on a retrouvé donc des bactéries résistantes aux antibiotiques dans le milieu récepteur uniquement lorsque l'on a fait des prélèvements lors de fortes pluies. Vous voyez, c'est les figures à droite. Lors par beau temps ou en l'absence de fortes pluies, vous pouvez voir donc on a une absence d'Escherichia coli résistant aux antibiotiques. Le petite barre qui vous est présentée en rouge correspond au seuil d'interdiction de fermeture de baignade préconisé donc par la DAS, et donc on a une corrélation donc entre ce dépassement de seuil pour les Escherichia coli totaux et la présence d'Escherichia coli résistants. Donc un risque d'exposition lors de ces phénomènes de forte pluie. Le deuxième résultat qu'on peut déjà voir sur ce graphique, c'est l'importance des systèmes d'assainissement, donc avec ces valeurs que l'on a pu mettre en évidence donc depuis les effluents hospitaliers jusqu'au milieu récepteur. On s'est heurté dans le cadre de ce projet à une difficulté, c'était comme vous devez vous en douter, on avait des échantillons qui étaient très chargés en bactéries. La figure à gauche, donc c'est une gélose avec antibiotiques et chaque petit point correspond à une colonie. Donc à l'intérieur, on va avoir une très forte quantité de bactéries. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était justement cette diversité. Donc pour éviter de passer à côté d'une colonie bactérienne, on a mis en place un petit protocole qui visait à l'utilisation des microplaques. Donc c'est la partie qui vous est présentée en bas pour tester un grand nombre de colonies. Parce qu'initialement, on utilisait un protocole utilisé par le CHT en routine en diagnostic, mais qui était assez limitant, puisqu'on ne pouvait pas tester un grand nombre de colonies. Donc avec l'aide du CHT, on a mis en place ce protocole qui se base sur la faculté de ces bactéries à hydrolyser donc un antibiotique, encore une fois, qui est l'ertapenem. Et vous pouvez le voir, donc cette technique-là, elle permettait d'avoir des résultats donc au bout d'un jour, chose qui est assez rapide pour des techniques phénotypiques. C'est cette technique-là, donc avec l'aide du CHT, donc on a pu l'affiner et on a pu la publier. Donc c'est une technique qui a permis un gain de temps pour le diagnostic, donc au sein du laboratoire de diagnostic de l'hôpital. C'est une méthode phénotypique qui est rapide, comme je viens de le dire. Elle nous a permis de tester un grand nombre de colonies sur boîte. Une double vérification pour éviter les erreurs de diagnostic, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Il s'agit également, mais faut que je revoie cette phrase parce que je reviens d'un colloque à Fidji et les Fidjiens, avec l'aide des Australiens, en sont au même niveau que nous. Donc on verra qui publiera en premier quand je dis qu'il s'agit des premières entérobactéries résistantes au carbapénème dans les eaux usées. Les Fidjiens sont aussi sur
sur la thématique. Et il s'agit surtout d'une technique qui est transposable dans des laboratoires disposant de peu de capacité entre guillemets. Et enfin, donc, il s'agit du protocole qu'on a utilisé dans le cadre d'Arcane et qu'on a pu publier en février 2023, avec notamment l'aide de Nina, là, qui était mise à disposition par le CRESICA pour ce projet. Également, cette technique, elle a permis de mettre en évidence une résistance aux antibiotiques qui n'avait pas encore été au niveau diagnostic repérée. Donc, ça a été aussi comment je vais dire ça, une chose qui a été prise en main donc par le laboratoire de diagnostic du CHT qui maintenant a revu un petit peu son protocole de diagnostic. Ces souches-là, donc, on a pu, comme je vous disais, les caractériser. Donc, vous voyez sur ce graphique là le type d'échantillon, donc que ce soit au niveau des effluents hospitaliers, la sortie de station d'épuration à gauche. On les a identifiés dans un premier temps au niveau du genre. Donc, vous pouvez voir différents genres. Tout à l'heure, on parlait de Serratia. Donc, on a identifié des Serratia, des entérobactères, des aéromonas, des Escherichia coli et différents mécanismes de résistance qui vous sont présentés à droite. Donc, cette figure-là, elle illustre qu'on a une importante, sans rentrer dans les détails, une importante diversité des bactéries qu'on a pu retrouver dans les eaux usées, une importante diversité des mécanismes de résistance. Un certain nombre, donc en l'occurrence 85 isolats, ont été soumis à un séquençage du génome complet. Avant de vous présenter les données au niveau génomique, on a fait une caractérisation phénotypique de ces souches. C'est-à-dire, en gros, on a été regarder quels sont les antibiotiques qui fonctionnent encore. Donc toujours en classant donc par nos types d'eau, donc des effluents hospitaliers jusqu'au milieu récepteur, en l'occurrence les zones de baignade lors de fortes pluies. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'on observe encore une fois ce gradient de résistance depuis les effluents hospitaliers jusqu'au milieu récepteur. Et au niveau des effluents hospitaliers et des entrées de systèmes d'assainissement, on a retrouvé 2 isolats qui sont résistants à l'ensemble des antibiotiques qui sont testés au niveau clinique. Donc ça peut poser problème, conduire à des impasses thérapeutiques. Et par contre, là où on a un risque d'exposition, donc je le répète, lors de fortes pluies sur les plages du Grand Nouméa, tous les isolats étaient au moins sensibles à 2 antibiotiques testés. Donc encore une fois, ces résultats ils soulignent l'importance des systèmes, des structures d'assainissement. Et également, comme vous pouvez le voir à gauche, donc il s'agit de la liste des antibiotiques qui sont testés. On a des bactéries donc qui sont résistantes à différentes familles d'antibiotiques. Dans le cadre de ce projet, j'ai pu me rendre à l'Institut Pasteur à Paris pour suivre une formation pour ce qui est analyse de génome complet et de métagénomique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est sur les aspects de bioinformatique, c'est qu'on a pu continuer à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie à réaliser ces analyses, puisqu'on utilise un cluster de calcul à distance de l'Institut Pasteur à Paris. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de tout ce que l'on a fait, mais voilà. Si vous avez des questions, on pourra en rediscuter après. Donc ça, c'est la slide un petit peu costaud d'aujourd'hui, mais je vais essayer de l'expliquer. Donc sur ce graphique, vous avez ici, tout à l'heure, je vous parlais d'éléments génétiques mobiles. Donc c'est ce qu'on appelle des plasmides, et ces plasmides-là, elles peuvent passer d'une bactérie à une autre, et c'est justement sur ces plasmides pour lesquels on s'est intéressé dans le cadre du projet. Donc sur ce graphique, vous avez en ligne des codes. Ces codes-là, ils correspondent à différents plasmides. À côté, vous avez le type d'échantillon, donc effluent hospitalier, entrée de station d'épuration, sortie de système d'assainissement, etc. Vous avez le genre, donc entérobactère, citrobactère, serratia. Vous avez le phénotype de résistance, donc je souhaitais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais on pourra en discuter si vous voulez. Et vous avez à droite donc les gènes de résistance qui vous sont présentés ici. Donc avec ici typiquement 9 souches qui avaient ce gène de résistance-là, ou ici 18 souches qui avaient ce gène de résistance-là. Donc ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que tout à l'heure je vous parlais qu'on a une diversité bactérienne importante. Mais en fait, on va se retrouver avec des plasmides majoritaires que je vous ai encadrés, ces 3-là, donc avec leur petit code A860, A364, etc. Et ces plasmides-là, en fait, ils vont porter les résistances dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc ces résultats, ils montrent que malgré qu'on ait une diversité bactérienne importante, on a en fait des gènes de résistance majoritaires et des plasmides qui sont très similaires des effluents hospitaliers jusqu'au milieu récepteur. Par contre, au niveau des effluents hospitaliers, ce plasmide-là, ils vont porter
ce qu'on appelle des cassettes de résistance avec des gènes de résistance aux antibiotiques importants. Et à l'inverse, dans le milieu récepteur, on ne retrouve pas ces cassettes de résistance-là. Ces résultats, donc, ils appuient encore une fois donc, les eaux usées comme réservoir de la résistance aux antibiotiques et comme reflet des résistances qui circulent en population. Je voudrais m'attarder quelques secondes sur un des plasmides, celui du milieu. Il est partagé, on l'a retrouvé donc, chez des entérobactéries et également chez des bactéries du genre Aeromonas. Ces bactéries-là, c'est des bactéries qui sont naturellement présentes dans les eaux. Et donc le fait qu'elles aient acquis ce plasmide-là, ça montre bien qu'on a potentiellement des échanges d'entre ces bactéries donc naturellement présentes dans les eaux et c'est les entérobactéries. Et donc là, un petit comics pour vous identifier cela, où on a quelqu'un ici qui propose, une bactérie qui propose à une autre bactérie un petit plasmide et qui lui dit « Tiens, prends ça et la pénicilline aura plus aucun effet sur toi ». Avec les données de génomique, on a pu se regarder et se positionner un petit peu dans la région. Et ce qui est intéressant, enfin, en tout cas pour nous, c'est qu'en fait, on a pu mettre en évidence des liens étroits avec l'Australie. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, au niveau des gènes de résistance du gène de résistance majoritaire qui nous intéressait, il est retrouvé donc en Australie et en Asie du Sud-Est. Et les équipes australiennes, là, dont je vous montre les papiers ici, travaillent donc sur ces plasmides et on les a rencontrés pour essayer d'un petit peu de comprendre donc ces échanges étroits donc entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez donc ces gènes-là, c'est le gène IMP4 en France métropolitaine avec la petite slide en bas à gauche. Il est absolument pas présent, c'est plutôt des OXA48. Petit scoop, on a trouvé il y a 2 semaines une OXA48 chez un patient, donc on va suivre un petit peu cette évolution-là. Je vous parle de plasmides depuis tout à l'heure. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un séquençage de génome complet, mais on n'a pas réussi donc à fermer les plasmides. Donc on n'était pas sûr, c'est des approches prédictives qu'on a utilisées, dont je vous parle depuis tout à l'heure, de la position des gènes sur tel ou tel plasmide, etc. Donc ce qu'on a pu faire il y a quelques semaines, c'est qu'on a fait un séquençage un petit peu différent qui nous a permis de reconstituer complètement le plasmide. Et donc là, c'est un des plasmides qui vous est présenté ici, où on peut avoir donc la notation sur ce plasmide-là, où on retrouve l'ensemble des gènes de résistance dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc ce séquençage-là, il est voué, on va le réutiliser donc pour caractériser les autres plasmides dont je vous parle, et notamment pour pouvoir comparer donc avec ce que nos collègues australiens ont également. Ce projet, il s'insère complètement dans la thématique de l'équipe, puisqu'il faut savoir que ces histoires de plasmides, on les étudie aussi donc dans le compartiment clinique. Donc sur cette slide-là, vous pouvez voir, désolé, c'est un petit peu petit, les plasmides majoritaires qu'on a retrouvés dans les eaux usées qui sont en vert et bleu. Vous voyez qu'on les retrouve également de manière majoritaire chez des patients, chez différents genres bactériens tout à gauche et aussi au cours des années. Donc c'est des plasmides très similaires qui sont retrouvés chez les patients qui sont hospitalisés au Medipôle. Et au travers de ce projet-là, en collaboration avec le CHT, ça permet aussi le développement d'outils de détection précoce de ces plasmides-là. Donc soit via des approches de bioinformatique où on peut générer des codes barres à gauche, ou tout simplement par des gels d'électrophorèse en haut à droite, où on est en train de travailler pour essayer de confirmer quand, par exemple, on a 2 patients qui se retrouvent avec une entérobactérie productrice de carbapénémase dans un service, s'il s'agit d'un clone, donc de la même bactérie, et donc potentiellement de fermer le service à l'hôpital. Ensuite, on peut comparer donc au niveau, faire de la phylogénie, ce qu'on appelle les souches qu'on a retrouvées dans l'environnement et les souches qu'on a retrouvées au niveau clinique via des arbres phylogénétiques à droite, mais bon, je vais vous épargner la description de cet arbre. Enfin, la culture, en passant à la culture indépendante, donc c'est quelque chose qu'on est encore en train de faire avec l'aide donc de l'INRS, donc l'Institut Armand Frappier au Canada, avec un professeur qu'on a accueilli à l'Institut Pasteur cette année. Donc on a pu, de ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, on a pu créer une base de données donc avec l'ensemble des gènes de résistance qu'on a retrouvés dans nos bactéries isolées en Nouvelle-Calédonie. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un mapping, c'est-à-dire qu'on a mappé l'ensemble de nos reads sur cette base de données-là, et ça nous permet d'avoir une idée donc des gènes de résistance présents dans nos échantillons et surtout d'avoir une idée de la quantité. Donc comme vous pouvez le voir encore une fois sur le graphique en bas, on a un gradient de résistance des effluents hospitaliers jusqu'au milieu récepteur, avec donc des gènes qui sont voire des fois absents au niveau du milieu récepteur. La dernière partie,
Donc on a pu doser les concentrations aux métaux dans nos échantillons d'eau. Donc ce que vous pouvez voir ici, on a fait une ACP, donc suivie d'une classification ascendante hiérarchique. Donc il y a encore des échantillons qui sont en train d'être traités par le LAMA, mais ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a une clusterisation en fonction de nos types d'eau, donc des effluents hospitaliers, les zones de baignade, les entrées, les sorties de stations d'épuration, de systèmes d'assainissement, pardon, parce qu'en fait il y a un lagunage aussi, mais j'en ai pas parlé aujourd'hui dans le projet, et donc avec des variables qui ressortent. Et donc on s'est intéressé, est-ce qu'il y avait, comme nous racontait Valérie tout à l'heure, des résistances également aux éléments traces métalliques. Donc en fait, ce qu'on a fait, on a nos génomes complets, on a été regarder les gènes de résistance aux métaux, et on a comparé les souches retrouvées au niveau clinique et les souches retrouvées au niveau de l'environnement. On a 8 gènes qui étaient retrouvés au niveau des souches de l'environnement, et ce qu'on a de manière fort intéressante, ces gènes-là, qui vous sont présentés en dessous, donc les NIR-A, NIR-B, NIR-C, etc., c'est des gènes qui sont impliqués dans la résistance au nickel et au cobalt, et c'est des gènes qu'on avait pu déjà mettre en évidence. Donc c'est des souches de sol ultramafiques, donc ici à l'Institut de sciences exactes et appliquées. Donc on a voulu voir dans un deuxième temps si la présence si ces gènes conféraient une résistance aux métaux. Donc à gauche une souche avec ces gènes-là et à droite une souche sans ces gènes-là, et vous pouvez le voir qu'en fonction donc de différentes concentrations en nickel cette fois-ci, qu'on a donc des profils différents. On a ensuite choisi 1 millimolaire de nickel pour faire un screening sur l'ensemble des souches, donc sur les 85 souches. Et en fait, on a une parfaite corrélation entre la croissance en présence de 1 millimolaire de nickel et la présence de ces souches-là. Donc des souches isolées donc de différents genres, encore une fois, des effluents hospitaliers jusqu'au milieu récepteur. Et par contre, pour la position des gènes, on ne sait pas trop encore si c'est sur le plasmide ou si c'est sur le chromosome, mais le séquençage en nanopores nous permettra de pouvoir répondre à ces questions-là. Ce résultat, il est aussi très intéressant pour nous parce qu'il s'agit de premières données en Nouvelle-Calédonie en tout cas, donc sur la co-résistance donc aux métaux et aux antibiotiques, et notamment sur ces souches-là, on a des souches costauds. Tout à l'heure, je parlais d'une Serratia, donc là ici on a une Serratia qui a un haut phénotype de résistance aux antibiotiques et qui semblerait développer aussi un mécanisme de résistance au nickel. Sur la partie dosage des antibiotiques, donc c'est une partie qu'on n'a pas encore terminée, mais pour lesquelles on souhaite avancer. L'idée était de doser la concentration en antibiotiques dans nos échantillons d'eau, mais malheureusement avec l'automate que l'on avait, on était en dessous du seuil de détection. Donc on a essayé de faire des phases de mise au point, d'essayer de concentrer nos échantillons, mais pour l'instant on fait un petit peu chou blanc sur cette partie-là, mais c'est quelque chose qu'on souhaite continuer parce que vous verrez que ça a son importance sur la slide suivante. Donc juste après vous avoir parlé de microbiologie et de génomique, un petit repositionnement de ces données dans le contexte au fil de l'eau. Donc l'une des hypothèses qu'on a dans ce projet, c'est qu'en fait, dans les eaux usées, on va avoir des plasmides, des résistances aux antibiotiques qui sont portées par ces plasmides-là, et en fait, au cours du cheminement donc de l'eau au travers, parce que c'est le cas de ce qu'on a fait des systèmes d'assainissement jusqu'au milieu récepteur, en fait, on va avoir une perte de ces gènes de résistance-là. Donc c'est ce que je vous ai illustré ici, donc avec encore une fois ce gradient de résistance-là, mais par contre avec des plasmides, c'est encore hypothétique, qui sont dans les milieux récepteurs avec des gènes de résistance aux antibiotiques absents. La question se pose, est-ce que c'est parce qu'il y a une pression de sélection au niveau des eaux usées, donc des concentrations en antibiotiques trop importantes et qui permettent à la bactérie de se maintenir, et à l'inverse, ces antibiotiques dans le milieu récepteur qui sont moindres, et donc la bactérie qui se débarrasse de ces gènes de résistance aux antibiotiques. Une autre pression de sélection, la présence de métaux. Est-ce que ces plasmides persistent dans l'environnement? Est-ce que l'évolution de ces plasmides, est-ce qu'ils sont présents de manière naturelle dans l'environnement? Est-ce qu'elles sont présentes, c'est des souches non résistantes aux antibiotiques? Nous, on s'est intéressé qu'aux souches résistantes aux antibiotiques. Et donc, une fois encore, ces résultats, ils soulignent l'intérêt des systèmes d'assainissement. Au niveau pour ce projet financé par le CRESICA, des attentes, donc on souhaitait compléter un état des lieux de la résistance aux antibiotiques. Donc ça, c'est ce qu'on pense a été fait, donc notamment avec la mise en évidence d'une bactérie qui avait encore non été détectée sur le territoire. Donc ça, c'est des informations qui ont été communiquées à la DAS et au CHT. Identifier des points critiques, donc l'importance des systèmes d'assainissement, la mise en évidence de bactéries sur les plages du Grand Nouméa lors de phénomènes de forte pluie. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille maintenant avec la direction des risques sanitaires de
la mairie de Nouméa, ou par exemple la ville de Dembéa qui est, dès lors d'une annonce de forte pluie, ferme directement la baignade. L'efficacité du lagunage de Paillamboué, donc ça avec la province Nord, c'est quelque chose sur lesquels on a travaillé également. Le développement d'un outil, donc comme je présentais aussi bien l'article que l'on a pu publier, mais également d'autres choses que l'on a pu mettre en place avec le CHT au niveau du diagnostic. Et puis on espère avoir fait la démonstration de la faisabilité donc de ce type de suivi et donc poursuivre l'évolution de la résistance aux antibiotiques en Nouvelle-Calédonie. Et un exemple assez parlant, c'était dans les eaux usées, on a pu détecter une résistance particulière qu'on a communiqué donc à la biologiste du pôle sanitaire Nord, qui ensuite a fait un dépistage au niveau des patients et qui a pu ensuite retrouver cette bactérie-là chez un patient. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant, d'un signal qui peut être émis de manière assez rapide. Ce projet, c'est une de mes dernières slides. Donc, il y a un comité de pilotage qui a été constitué pour ce projet-là, parce que vous pouvez vous en douter, c'est des données, notamment sur les zones de baignade, un petit peu sensibles. Donc, a permis de discuter des travaux, échanger sur les aspects pratiques, réfléchir à la communication de ces résultats. Donc, je remercie l'ensemble de ces collectivités et partenaires qui étaient présents tout au long de ce projet. Au niveau communication, un rapport d'état d'avancement a été fait à la province Nord. Il y a des présentations spécifiques qui ont été faites à la DAS et à la mairie de Nouméa, aux stations d'épuration également, donc à la Calédonienne des Eaux. Et également, donc ces résultats ont pu être présentés donc lors d'un congrès organisé la semaine dernière sur la résistance aux antibiotiques dans le Pacifique. Et également, donc ça sera présenté une petite partie de ce que l'on fait dans le cadre de l'émission d'empreinte jeudi soir. Cette slide, c'est pour donc vous montrer un petit peu l'avancée du projet, donc qui continue encore en 2023 sur la valorisation des résultats, et remercier donc Damaris, Elisa, Camille et Maëlle, qui sont les stagiaires qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce projet. Enfin, en termes de perspectives, donc différentes valorisations scientifiques qui vous sont présentées ici. Et donc la suite de ce projet, donc c'est de s'intéresser au compartiment animal. Donc puisque au sein de l'équipe, donc on a entre guillemets donc des données au niveau clinique, au niveau de l'environnement. On voudrait regarder un petit peu ce qui se passe aussi au niveau animal en Nouvelle-Calédonie. L'extension de ce suivi donc dans la région Pacifique, puisque comme vous l'avez vu, on a des forts liens avec l'Australie pour ce qui est plasmide et résistance. Donc à voir si dans les autres pays insulaires et territoires du Pacifique, on retrouve ces résistances-là. Et donc à voir dans les années futures, utiliser, comme ce qui a pu être fait déjà à l'IPNC à travers ses financements CRESICA, d'utiliser les résultats générés dans le cadre de cette étude pour répondre à des appels à projets un peu plus importants, donc nous notamment sur l'évolution de ces plasmides. Donc la dernière slide pour remercier l'ensemble de l'équipe qui ont participé à ce projet-là, l'ensemble des collectivités, la CPS également, donc avec qui j'étais en lien donc pour le congrès à Fidji la semaine dernière. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation. Je vais ouvrir le Teams pour voir s'il y a des questions ou si des questions vont se poser. On les aura avec nous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, j'arrive. Toujours en haut les questions. Oui, bonjour, merci pour l'exposé. Une question, dans votre démarche culture indépendante, est-ce que vous avez pu mettre à jour des nouveaux gènes, nouvelles fonctions qui sont reliées au phénotype, ou est-ce que vous êtes toujours tombé sur des gènes connus de résistance? Merci pour votre question, c'est une très bonne question. Donc, dans un premier temps, donc moi je découvre un petit peu cet environnement là de la bioinformatique, etc. Donc là, pour l'instant, je fais uniquement avec ce qui est connu. Donc avec des alignements sur des bases de données donc de résistance aux antibiotiques de métaux, mais c'est des choses potentiellement qu'on pourrait peut-être aller regarder, mais moi je ne sais pas faire pour l'instant. D'autres questions?
Merci pour l'exposé. Est-ce que vous pourriez juste nous préciser le nombre d'échantillons qui ont été analysés en milieu naturel et le nombre d'événements pluvieux en fait, qui sont échantillonnés et qui permettent de conclure, si j'ai bien retenu, c'est 1% de taux de bactéries résistantes dans le milieu après les pluies, c'est ça ? J'ai mis cette slide parce que j'avais pas le nombre en tête, donc j'ai mis le petit n qui doit être... donc les événements pluvieux, c'est 20 prélèvements qui ont pu être faits sur un an lors de phénomènes de forte pluie. Et on a le même nombre sur les plages lors de l'absence de phénomènes de forte pluie. Après, je suis d'accord que c'est uniquement le nombre d'échantillons qu'on a pu avoir, mais typiquement avec la mairie de Nouméa, on travaille pour essayer de continuer cet échantillonnage-là, d'autant plus qu'en fait, il n'y a pas de normes, comme vous pouvez le voir ici, le petit trait que j'ai tracé, j'aurais pu le mettre uniquement au-dessus de la quantité de colis totaux, puisqu'il n'y a pas de normes pour la quantité de colis résistants aux antibiotiques qui existent à l'heure actuelle. Oui, une autre petite question. L'hypothèse de la copression qui maintiendrait les plasmides même en absence d'antibiotiques, ça veut dire que les gènes de résistance aux métaux sont portés par ces mêmes plasmides, ou est-ce qu'il y a une interaction interplasmidique ? Super, merci pour votre question. C'est exactement ce qu'on veut aller regarder après. En fait, sur l'approche dont je vous ai parlé, donc c'est des approches prédictives. On n'a pas circularisé nos plasmides, mais c'est ce qu'on veut essayer d'aller regarder. C'est si sur ce même plasmide-là, on a des gènes de résistance aux antibiotiques et des gènes de résistance aux métaux. Je ne sais pas trop si je peux le dire avec Valérie, avec l'ISEA. Voilà, on va travailler, j'espère, d'ici quelques temps, donc sur des souches isolées cette fois, donc des sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie, donc plutôt une approche de résistance aux métaux. Et derrière, donc nous, on pourrait aller regarder si on retrouve certains gènes de résistance aux antibiotiques. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand Valérie parlait de Serratia, nous les Serratia, là, ça nous parle. Donc voilà un petit peu ce qu'on veut essayer de faire. Une dernière question ? Non ? Ok. Ah. Merci Alex, très bel exposé. Tu disais que finalement tes résultats se repositionnaient bien dans un contexte pacifique, notamment avec des proximités de résultats avec l'Australie et assez différents de ce qui se passe en France. Est-ce qu'il y a un lien direct avec le type de prescription et d'utilisation d'antibiotiques, des spécificités régionales, australiennes, calédoniennes, fidjiennes, liées aux pathologies particulières, certes, mais aussi à des habitudes humaines? Je ne sais pas si ma question est claire. Mais... C'est très clair. Merci Valérie pour cette question. Donc sur les aspects utilisation des antibiotiques, je ne me risquerai pas à répondre parce que ce n'est pas mon domaine et malheureusement mon collègue Julien est absent aujourd'hui. Mais par contre, pour ce qui est du lien avec l'Australie, en fait, on a une hypothèse qu'on souhaite démontrer mais qui coule de source sans mauvais jeu de mots. C'est en fait les résistances que l'on retrouve au CHT. C'est des patients en fait qui sont envoyés en évasane en Australie et qui, pour faire simple, ramènent en Nouvelle-Calédonie ces résistances-là aux antibiotiques. Donc maintenant, ce qui est mis en place, c'est qu'on a un dépistage systématique des patients qui reviennent d'Australie lorsqu'ils sont de retour sur le territoire.